Je m'appelle Anthony Powell. J'ai grandi dans cette ferme laitière de Taranaki en Nouvelle-Zélande. Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à travailler en Antarctique. Et il y a une question qui revient très souvent. Comment c'est la vie là-bas? Il est très difficile de mettre des mots là-dessus, et ça n'a pas vraiment été filmé. Or, il y a quelque chose dans la technique du time-lapse qui fait ressortir les forces dynamiques de la nature qu'on ressent partout autour de soi sans jamais les voir. Alors j'ai appris à manipuler différents appareils photo. Et à mes heures perdues, j'ai fabriqué du matériel capable de résister au froid extrême. Il m'a fallu plus de 10 ans pour faire ce film. J'ai usé pour plusieurs milliers de dollars de matériel photo et passé un nombre incalculable d'heures dans le froid glacial pour essayer de saisir l'essence de cette étendue si vaste et importante. L'Antarctique ne compte en réalité que 2 saisons. Un été fiévreux qui accueille la plupart des programmes scientifiques et un hiver sauvage et solitaire que peu de gens auront l'occasion de découvrir. Pour véritablement comprendre cet endroit, il faut passer toute une année ici, sur la glace. La plupart des gens s'imaginent que nous sommes tous des scientifiques. Mais il y a de vrais gens ici. Il n'y a pas que les types qu'on voit sur les chaînes documentaires ou ceux qui peuvent s'offrir une croisière à 10 000 $.
Il y a des gens comme vous et moi, des personnes ordinaires qui font leur boulot. La première inspiration, c'est comme un coup en pleine figure. Ça réveille. Ça y est, j'y suis. C'est pour de bon. J'arrivais pas à croire que j'étais vraiment en Antarctique, tout en bas de la planète. Ensuite, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que je fais là? Quand j'ai vu le mont Erebus, ça m'a donné envie d'aller y faire du snowboard. On m'a tout de suite dit non, et je suis parti bosser. On était là, on va en Antarctique, mais une fois sur place, il faut se mettre au boulot. La première fois, on a du mal à s'y faire. On était tellement excités d'être ici qu'on a tendance à oublier qu'on est ici pour une bonne raison. Ils nous ont pressés à la descente de l'avion. On n'a pas eu le temps d'observer le paysage. L'avion s'est posé et tout de suite après, on s'est retrouvés en ville. La première vision qu'on a eue de l'Antarctique, c'était McMurdo. C'est un peu décevant. C'est une petite communauté soudée. On se serre les coudes et c'est incroyable de voir ce qu'on arrive à faire avec le peu qu'on a. J'ai vu toutes sortes de gens passer ici. Apparemment, ceux qui s'en tirent le mieux sont les plus obstinés et les plus équilibrés. La station McMurdo est au bord de la mer sur l'île de Ross. Elle semble minuscule à côté du mont Erebus, le volcan actif le plus austral du monde. À 3 kilomètres de là, de l'autre côté de la péninsule, il y a une petite antenne néo-zélandaise, la base Scott. La base Scott est nettement plus représentative de la taille des autres stations disséminées à travers l'Antarctique. Sa proximité avec McMurdo est inhabituelle. Il n'y a que 30 bases occupées en permanence sur tout le continent. Et en hiver, la plupart d'entre elles abritent moins de 20 personnes. À la base Scott, on vit et on travaille dans le même bâtiment. Nos chambres sont toutes petites, un peu comme une cellule ou un placard. Il y a un tas de choses qui finissent par te porter sur les nerfs, surtout en hiver. Tu ne peux rien y faire. On ne peut même pas vraiment se disputer parce qu'on sait qu'on va se retrouver face à face à la prochaine pause clope. Et il est très important d'être tolérant. Les gens me demandent ce que je préfère ici et pourquoi je suis revenue. Parce que c'est mon deuxième séjour en Antarctique. Moi, ce sont ces montagnes blanches. Quand on voit ces sommets immaculés, on se dit que l'humanité a eu du mal à arriver jusqu'ici et que c'est encore assez récent.
On n'a pas eu le temps de faire trop de dégâts. Il y a une meilleure entente entre les nations en Antarctique que n'importe où ailleurs dans le monde. Ça vaut la peine de tout faire pour préserver cette coopération et la quête désintéressée de ce qui nous rend meilleurs en tant qu'êtres humains. C'est ce qui se passe en ce moment sur ce continent, et c'est précieux. Je pourrais vivre ici indéfiniment, à condition de m'échapper de temps en temps. Je n'ai littéralement pas bougé depuis le mois d'août. La plupart des gens qui sont ici depuis si longtemps sont au moins allés jusqu'au pôle Sud. Ils sont au moins sortis de la ville. Il y a des trucs marrants à voir, mais vous êtes là avant tout pour bosser. Je ne voudrais pas avoir l'air blasé, mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier ça. Et quand ils se retrouvent coincés dans une cuisine ou derrière un ordinateur, ils sont un peu dépités. La première fois, je suis venu avec les Italiens. Et à la fin, je me suis dit que ça me suffisait. Mais quelques années plus tard, j'étais de retour. Et je suis encore là. Rob est pilote en Antarctique depuis 20 ans, mais il n'a jamais passé l'hiver ici. Les hélicoptères ne peuvent voler qu'en été. On court moins de risques ici qu'en Nouvelle-Zélande, parce qu'on n'a pas à se préoccuper de la météo. Chez nous, il y a différents degrés de mauvais temps. Ici, il fait beau ou pas beau. Chez nous, ça peut être correct, à peu près correct, ou je devrais y arriver. Pas ici. Quel est l'endroit où tu préfères aller en hélicoptère? Christchurch. Non, j'aime bien les vallées sèches. La vallée de White et la vallée Beacon aussi. La vue est spectaculaire. Comme Rob, je fais partie des plus chanceux. Mon travail en Antarctique me permet d'aller à la découverte de la magnificence et de l'immensité déserte de ce continent extraordinaire. Partout où ils mènent des recherches sur le terrain, les scientifiques ont besoin d'un moyen de communication. Je passe donc beaucoup de temps à installer du matériel radio dans des régions reculées. La première fois que je suis venu ici, en 1998, j'ai été frappé par la pureté immaculée de ce paysage. Il y a encore des endroits où l'homme n'a jamais mis les pieds. J'adore l'idée qu'il reste des lieux dans le monde où l'on peut faire l'expérience du silence total. Quand on est ici et qu'il n'y a pas de vent, il faut tendre l'oreille pour capter le moindre son.
On ne se rend pas compte du niveau de pollution sonore auquel on est exposé quotidiennement dans le monde réel. Quand on est sur le terrain, il faut faire très attention à ne pas confondre sa bouteille de pipi et sa bouteille d'eau. Ça, c'est le sommet du mont Erebus. Et cette fumerole de glace provient de la vapeur qui s'échappe des fissures dans le sol. La plupart du temps, je n'en reviens pas d'avoir la chance de travailler ici. Mais certains jours, je me dis qu'ils ne me paieront jamais assez. Ah, quel endroit horrible! En théorie, il devrait y avoir un drapeau juste ici. Ah oui, le voilà. Vive le GPS. On est au milieu de l'été et il est... La petite aiguille est sur le 12. Il est minuit. Le soir de Noël, on prépare à manger pour beaucoup de gens. C'est une grosse journée. Pour beaucoup de jeunes gens, je pense que c'est une expérience vraiment formidable. La plupart d'entre eux ne cherchent sans doute pas à en faire un métier, mais il y a des exceptions. J'ai découvert cet endroit et j'en suis tombé amoureux. Ça doit faire environ 13 ans que je vis en Antarctique. La première fois, je me suis dit, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Comme ça, je pourrais dire que je suis allée en Antarctique. J'ai signé un contrat d'1 an et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis toujours ici. Comme disent souvent les femmes en Antarctique, on gagne à tous les coups, mais faut voir ce qu'on gagne. Christine et moi, nous nous sommes rencontrés ici et je lui ai fait ma demande pendant l'hiver 2003. 6 semaines plus tard, on s'est mariés au pied levé, ici, sur la glace. On a fabriqué des fleurs en origami. Laurie, l'amie de Christine,
lui a cousu une robe avec du tissu recyclé. Et les plombiers nous ont découpé des alliances en cuivre. J'ai emprunté la seule veste de costume de la base à Eric, le chef de station, qui a célébré le mariage. On this night here on Ross Island, Christine Marie Gamble and Anthony Brendan Powell are celebrating their love and commitment to each other, and tonight they will join as husband and wife in heart, body, and soul. Hi, Dad. Hi, dear. Chris, how are you doing? Just fine. Go ahead. I'd like to talk to Ann first. Ann, are you there? I'm here. Okay, Ann, congratulations on getting my daughter married. Thank you. Yeah, I think you're a great guy. I've heard good things about you. I don't know you very well. I know you're better in the future. Christine, it's you and Ann's lifetime of happiness together. C'est mon 9e hivernage ici, et le 8e pour Christine. La vie sur la glace s'est profondément enracinée en nous. Les documentaires sur les manchots ne vous préparent pas vraiment au spectacle d'une véritable colonie. Le sol est jonché de milliers de cadavres gelés. En été, la puanteur des déjections de ces 100 000 manchots est assez insupportable.
J'aime cet endroit pour plein de raisons. J'ai parfois l'impression que vivre à McMurdo, c'est comme de vivre au pays imaginaire. Comparé à la plupart des Américains, les gens qui sont ici ont choisi une voie très différente. Et j'adore l'idée de passer ma vie avec des gens qui n'ont pas envie de faire comme tout le monde. Pour la première fois de ma vie, je fais partie de la majorité, parce qu'on est beaucoup à penser ça. Ça ne m'était jamais arrivé. On est dans une boîte. On ne peut pas s'éviter les uns les autres. On ne peut pas s'échapper. On est obligé d'interagir avec les autres à longueur de temps. Et du coup, on apprend très vite à se connaître. Qu'on s'entende bien ou pas, c'est toujours très intense. Le détroit de McMurdo est le point le plus austral accessible en bateau. Et l'arrivée du ravitailleur annonce la fin de l'été. Tout de suite après avoir déchargé la cargaison, on recharge le navire avec les ordures, le recyclage, les déchets humains et le matériel scientifique de l'année qui s'achève. Il ne doit rien rester. À la fin du mois de février, le soleil disparaît brièvement derrière l'horizon. Ceux d'entre nous qui passeront l'hiver ici commencent à se rapprocher. Mais la plupart des gens ne pensent qu'à rentrer chez eux. Tu as déjà tenté de faire l'hivernage? Non.
Quand le dernier avion décolle, la messe est dite. On est coincé ici pour les 6 mois à venir. Je me souviens m'être dit, qu'est-ce qui m'a pris? Je devrais être dans cet avion. Non. Une fois qu'il a disparu et qu'on n'entend plus rien, c'est comme si toute la ville poussait un grand soupir. Et voilà. On regarde les gens autour de soi et on se dit « Ok, vous serez mes amis et ma famille pendant les 6 prochains mois. » Ma première saison, c'était un hivernage. Je me souviens que quand l'avion s'est envolé, je me suis dit « J'espère que c'est bien ce que je veux. » Attention all stations, stand by for a severe weather condition announcement. McMurdo weather is set. Severe weather condition 2 for the following locations. McMurdo Station, T-site, arrival height. Road to Scott Base, Pegasus Field, and road to Pegasus Field. All other locations remain condition 3. If there are any questions, please contact McMurdo weather at 252325. Il y a des personnes qui supportent très bien l'hiver antarctique et d'autres qui ne parviennent pas à s'y faire. Ça ne bouge pas assez pour eux, il n'y a pas assez de vie sociale. Il y a une vraie démarcation entre les hivernants et les autres. En général, c'est évident. En hiver, mon rôle consiste principalement à maintenir la communication avec le monde extérieur. Pour cela, je dois régulièrement traverser l'Inland 6 pour me rendre à la station relais de l'île Noire. En été, la station n'est qu'à 10 minutes d'hélicoptère. En hiver, par contre, on ne peut y accéder qu'avec une dameuse. Quand les conditions sont bonnes, il faut compter environ 6 heures de route. Mais depuis quelques années, l'Inland 6 a de gros problèmes de fonte de surface. Parfois, on doit s'extirper de trous presque aussi hauts que notre engin pour se frayer un chemin jusque là-bas. Et maintenant ? Je le contourne ? Tu vois un passage ? Ouais, ça devrait le faire. L'île Noire est un des endroits les plus venteux de la planète, à tel point qu'on n'a jamais pu mesurer avec exactitude la vitesse des vents les plus violents, parce que les mâts anémométriques sont arrachés.
Spécialiste des liaisons satellites en Antarctique, c'était sexy sur le papier. Mais ils ont omis de mentionner certains détails dans le descriptif du poste. Comme par exemple, dégivrer l'évacuation de l'urine par un vent de 145 km/h. La vitesse actuelle du vent est de 183 km/h ou 99 nœuds. Non, pardon, 227 km/h. La caméra est sur un pied, mais comme vous pouvez le voir, l'image tremble. C'est parce qu'on a des rafales de vent à 100 nœuds qui ébranlent tout le bâtiment. Je vais aller faire un tour dans le dôme du satellite principal pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça souffle un peu. Je vais vous montrer l'intérieur du dortoir depuis la dernière tempête. Toute la neige que vous voyez là dans le coin s'est infiltrée par les petits interstices dans les joints de fenêtres. Il y a eu des rafales de vent à 360 km/h. Alors il a suffi de quelques heures pour remplir la pièce. Il y a un espace détente de ce côté-là. Et ça, c'est le poêle qu'on utilise normalement pour maintenir la pièce au chaud. Bon. Au milieu du mois de mars, il y a 2 ou 3 semaines magiques pendant lesquelles le soleil se lève et se couche à des heures normales. On peut même laisser les rideaux ouverts la nuit pour se réveiller avec le lever du soleil. On était dehors et le vent s'est levé. À ce moment-là, il faisait tellement froid que je me sentais vraiment en danger. Je sentais qu'il se passait un truc bizarre dans mon esprit. J'avais du mal à me concentrer sur quoi que ce soit, à part le besoin de me sortir de cette situation et d'essayer de me réchauffer.
C'était vraiment dur de rester concentré sur le matériel qu'il fallait rassembler et sur ce qui devait être fait, au lieu de partir en courant vers le véhicule le plus proche. C'est incroyable de voir comment l'instinct se met en marche. La première fois que j'ai eu vraiment froid, c'était avec toi, il y a quelques jours, quand on a pris la photo de groupe sur la colline. Ah ouais. Il y avait de grosses rafales. Il devait faire moins 60 degrés Celsius en plein vent. Quand j'ai regardé Chris Cavanaugh, il avait des larmes qui lui coulaient le long des joues. Il ne les sentait même pas, il faisait trop froid. Et le plus étonnant, c'est que quelques instants plus tard, les larmes avaient gelé sur son visage. Ça m'a frappé. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de rentrer. La plage la plus proche doit être à environ 30 km, et pourtant il n'est pas rare de faire ce genre de trouvailles. C'est un phoque momifié qui s'est perdu à l'intérieur des terres. On en voit très souvent. C'est déchirant de voir des animaux en détresse comme ça, parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir. Il faut laisser la nature suivre son cours. Il y a des moments où c'est très dur d'être loin de chez soi, quand on a des nouvelles. Ma sœur a accouché d'un petit garçon il y a une semaine et ça a été une journée vraiment compliquée. Et j'étais très heureux. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu pouvoir partir d'ici et rentrer chez moi? Juste 24 heures pour profiter de ce moment avec ma famille. Ils étaient tous ensemble et moi j'étais ici. J'ai passé ma journée à leur envoyer des mails et je les ai appelés une ou deux fois. C'était vraiment dur. Pour moi, ce qui craint le plus, c'est clairement le fait d'être loin de ma famille et surtout de rater ces moments importants de la vie familiale. D'abord, j'étais un peu inquiète. Et puis, je m'entoure toujours de quelques trucs, au cas où j'aurais pas le moral. Alors, j'ai apporté des photos de ma famille et je les ai mises sur mon frigo. Comme ça, il y a toujours des gens de mon côté, même quand je commence à étouffer un peu. C'était un jour comme les autres. Le téléphone a sonné. C'était ma grand-mère. J'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Elle m'a dit que mon père nous avait quittés. Ça m'a fait un choc. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été très dur. Quand on perd un parent, ce n'est pas rien. Et quand on ne peut pas être avec sa famille à ce moment-là, quand on ne peut pas assister à l'enterrement, on n'arrive pas vraiment à faire son deuil. Je voulais être là pour ma famille. J'avais besoin d'être là. Et je n'ai pas pu. C'est sans doute l'endroit le plus isolé de la planète. Et c'est difficile à accepter. Il y a des gens que je ne vois pas faire un deuxième hivernage. Ça peut être dur. Ça fait une sorte de courbe. J'avais de plus en plus envie de manger des sushis et de l'indien, d'aller au ciné. Ça me manquait vraiment beaucoup. Et puis ça a disparu. Ça ne me manque plus.
Je ne sais pas. C'est peut-être un genre de stress post-traumatique. Je n'y pense pas, sinon je vais sombrer. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui me manque. J'ai envie d'un avocat. Je mangerais bien un avocat. Si on a envie d'un toast à l'avocat, on ne peut qu'en rêver. Mais je me contenterai d'un thé noir avec du lait frais. Ou mieux encore, de la crème. Du pain noir, du chou-fleur. Ce serait génial d'avoir du chou-fleur frais, là. À l'hiver 2008, j'ai lancé le festival du film antarctique en 48 heures. Et j'ai invité toutes les bases du continent à participer. Ce qu'il y a de vraiment bien avec ce festival, c'est qu'il nous permet de découvrir à quoi ressemblent les autres stations. Et qui d'autre passe l'hiver sur la glace? Carolina, great to hear your voice. Yes, how are you? I'm good. Yeah, I'm fine. Everything's good here. Just having my breakfast, some coffee. How are your parents? Encore 1 heure. Est-ce qu'on reverra le soleil? Un jour. On s'habitue à vivre dans un monde sans lumière. Les jours raccourcissent, les nuits rallongent, et puis les nuits deviennent vraiment longues. Et vers la fin du mois, il n'y a plus de soleil. Fin de l'histoire. J'avais peur de l'obscurité qui allait s'installer pour plusieurs mois. Je me disais, est-ce que ça va m'atteindre? Comment est-ce que je vais réagir? Ça me faisait peur. Je me demandais si ça allait me changer. Depuis la maison, je correspondais avec les hivernants et je le voyais dans leurs mails. Ils changeaient. Je me disais, et moi, je vais changer? Je ne sais pas. En réalité, il n'y a pas la même lumière dans le ciel. Alors j'ai le sentiment que le soleil n'est pas loin. Ça m'aide beaucoup. Ça me rappelle que ce n'est pas vraiment la nuit. Attention all stations, stand by for severe weather condition announcement. McMurdo weather is set severe weather condition 1 for the following location. McMurdo Station, T-Site, Arrival Heights, Stevensfield, Williamsfield, Road Williamsfield. Regardez ça. C'est l'entrée de notre dortoir. En temps normal, il y a de la moquette par terre et les murs sont juste des murs. On va ouvrir la porte. On dirait qu'elle s'ouvre sur un autre monde. Vous êtes prêts?
Il y a un peu de vent dehors. Quand on regarde la télé et qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se dit heureusement que je suis ici. Mais parfois, on tombe sur une émission avec des palmiers bercés par la brise, des gens qui s'amusent et des paysages bucoliques. Et ici, c'est la nuit noire et on est dans le vent et le froid. J'étais sur la mer gelée et tout à coup, j'ai vu sortir derrière Observation Hill d'immenses rouleaux verts, comme des vagues de poussière d'atmosphère. Un gigantesque rideau de poussière d'atmosphère ondulant au-dessus de ma tête et qui traversait le ciel par vagues. Je me suis dit, tu vas te faire kidnapper par des extraterrestres. On aurait vraiment dit que ça descendait vers moi et qu'il suffisait de tendre la main pour le toucher. Ou alors, si vous croyez au paradis, c'est peut-être ce qu'on voit en arrivant au paradis, je ne sais pas. Mais c'était vraiment une expérience bouleversante. C'était inoubliable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis soudain retrouvée à genoux, en train de pleurer. Tellement c'était beau. On est au mois de juin et il est midi. J'ai grandi dans une région rurale où on voyait très bien les étoiles, au cœur du Minnesota. Et je suis allée dans les montagnes du Colorado, où j'ai trouvé le ciel magnifique. Mais je ne savais pas qu'une étoile pouvait clignoter. Rose, vert, bleu, blanc, et ainsi de suite. La même étoile. Comme une lumière stroboscopique. Et pas qu'une. Il y a tout un tas de lumières stroboscopiques là-haut. On n'imagine même pas à quoi ressemble le ciel. C'est merveilleux.
J'ai adoré ces journées d'obscurité. Parfois, les soirs de pleine lune, je voyais les montagnes. Mais d'autres fois, j'oubliais jusqu'à leur existence. Et mon univers tout entier tenait dans l'espace clos où j'évoluais. Ça change ta perception. Vers la fin de l'été, j'avais terriblement hâte de revoir l'obscurité. Je voulais voir la nuit. Maintenant, il fait nuit, et pour l'instant, le jour ne me manque pas trop. We have 3 dinners here each year. Of course, our sunset now at the midwinter, and as we all know, that sunrise isn't far away. So, I'd like to charge your glasses into friendships and long-lasting friendships. Thank you. C'est vraiment génial qu'il y ait en Antarctique une fête unique qui rassemble toutes les nationalités. On s'envoie tous nos vœux et on se souvient de la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. C'est merveilleux. J'adore la midwinter. That woke me up. Yeah! Come, Bernie. Do it. Good. Yeah! L'autre jour, je venais de rentrer et Christine m'a demandé s'il faisait froid dehors. Et je lui ai répondu « Non, ça va ». Et soudain, l'absurdité de cette conversation m'a frappé. On était en Antarctique, au beau milieu de l'hiver, et elle me demandait s'il faisait froid dehors. Il faisait moins 40 degrés Celsius. On n'avait pas vu le soleil depuis des mois, et je trouvais que c'était une belle journée. C'est fascinant de voir à quel point notre perception de la normalité s'est modifiée. 906, Firehouse. Go for 906. Hey, just checking on the progress. Is Scott Base Road open again? That is a negative. We need 10 more minutes. C'est le fait de passer 6 jours par semaine assise dans ce bureau à téléphoner sous les néons qui finit par devenir difficile. Parce que je ne suis pas en train de faire des trucs dehors. Firehouse, Genevieve. Sure, one sec. J'essaie de rompre cette routine. Je me réveille, je vais au travail, je mange, je dors et je recommence du début. Firehouse, Genevieve. Beaucoup de gens font la même chose tous les jours et ils n'ont pas l'habitude des mouvements répétitifs. Ça peut devenir fatigant de faire la même chose tous les jours. Il faut mettre un peu de sel dans tout ça. Merci. Avec Francis, le chef de McMurdo, on a fait des échanges.
Il a apporté de la viande et moi, je lui ai donné une bouteille. C'est un cocktail maison. Il a trouvé ça délicieux. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Santé. À la tienne. En hiver, on a une vision des choses plus introspective. On peut prendre le temps de lire ou de faire des choses manuelles. Il y a aussi des moments où on passe du bon temps avec les autres, mais ça aide de rester un peu seul. Rien ne peut remplacer le fait d'avoir un bon livre entre les mains. Andrew Weil. Alors c'est imprimé en tout petit. Une grammaire de l'hébreu biblique. Je tricote. Ça m'évite de tourner comme un lion en cage quand je commence à avoir envie de m'arracher les cheveux et de me précipiter dehors en hurlant. À la fin de l'hiver, le froid extrême, la fatigue et l'absence prolongée de lumière solaire et de nouveaux stimuli engendrent un trouble appelé le syndrome polaire de la T3. Attention all stations, stand by for severe weather condition announcement. The NSF station manager has set severe weather condition 1 for the following location. Je travaille à la boutique et on ouvre tous les jours à 11h30. Et presque tous les jours, il y a ce type qui vient faire une course à 11h35 ou 11h40. On a la même conversation. Je ne lui demande même pas ce qu'il veut, je lui donne un paquet de cigarettes. Et l'autre jour, il arrive à la même heure et me fait « Ça alors? Je ne savais pas que vous ouvriez à cette heure-là. Vous avez toujours ouvert à cette heure-là » Je me disais « Tu viens tous les jours, tu achètes la même chose tous les jours. » Et lui, il est parti en répétant « Ça alors? Je ne pensais pas que vous étiez ouvert à cette heure-là. » Il y a quelques jours, Tali m'a appelé. « Oh, Tali, je suis vraiment contente de t'entendre. J'allais justement t'envoyer un SMS. »« Oui, tu me l'as envoyé. » J'avais complètement oublié. Et je crois que ça m'arrive assez souvent. Un jour où je devais sortir, la chef m'a balancé une paire de bottes. Je les enfile, je marche avec, mais il y a un truc bizarre, je ne sais pas quoi. J'arrive à la porte de la caserne, je regarde mes bottes et je me rends compte que j'ai inversé les deux pieds. Je rentre, je m'assieds, je les enlève. Je retire la botte droite, je la pose. Je retire la botte gauche, je la pose. Je reprends la première, je la remets au même pied. En gros, je les ai enlevées, je les ai remises à l'envers et je suis ressorti. Je viens ici depuis 1999, alors tout se mélange. Mes souvenirs sont flous. Un jour, j'ai essayé d'appeler mon père. Je connais ce numéro par cœur depuis que je suis gamin. Mais je ne m'en souvenais pas. Je me suis surpris à me demander, et j'ai bien mis 10 secondes à m'en souvenir, si le S venait avant ou après le T dans l'alphabet. Ça voulait dire qu'il fallait que je m'éloigne un peu de mon bureau pour me reprendre. Je me suis mis à dire beaucoup plus souvent qu'avant. C'est pas volontaire, je le fais pour combler le vide. Je ne faisais pas ça avant de venir ici. Je disais mais jamais Et je viens d'avoir un moment T3. J'ai complètement perdu le fil de ma pensée. C'était quoi déjà la question?
Si seulement il y avait un moyen de mettre en bouteille l'odeur de l'été. Le parfum des fleurs, de la pluie, de l'herbe verte et des rivières. L'odeur des récoltes et du maïs. L'odeur de la terre. Il n'y a que de la roche volcanique ici. La pluie me manque, les arbres, l'eau, ma famille, mes crétins de neveux. Un tas de choses me manquent. On fait des sacrifices pour venir ici. C'est sans doute mon dernier hivernage. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais avec qui on va se retrouver. C'est comme si on était coincé dans un village et qu'il n'y avait plus rien d'autre. Et puis le soleil revient et on se souvient où on est. Il y a un fort sentiment d'impatience au moment où l'aube pointe à nouveau dans le ciel en août. On est un peu comme des gosses la veille de Noël. Le mois d'août est aussi le plus froid de l'année. Les nuages nacrés sont de plus en plus nombreux. Ça a beau contribuer à la destruction de la couche d'ozone, quand le soleil les atteint enfin, c'est magnifique. Comme si le ciel tout entier s'embrasait. Rien n'est plus extraordinaire que de revoir le soleil. Je l'attends. J'attends son retour. À un moment ou à un autre, il va apparaître. Je ne sais jamais quand ça va arriver, mais quand je le vois, je suis obligée de tout arrêter. Où que je sois, je m'immobilise et je le regarde. J'ai envie qu'il me remplisse la tête. Je le laisse entrer par mes yeux. C'est la source de la vie. Vas-y, à toi. Dans cette tasse, il y a de l'eau bouillante. Il fait moins 40 degrés Celsius dehors. Voilà ce qui se passe quand on balance de l'eau bouillante dehors par moins 40. C'est parti.
Pendant la campagne d'été, la population de la base passe du simple au double. Pour ceux d'entre nous qui ont passé l'hiver sur place, l'arrivée d'une foule de nouveaux visages peut s'avérer déconcertante. C'est assez fou. En général, soit ça donne la pêche, soit c'est tout le contraire. On se sent vidé de son énergie. Et j'ai tendance à me sentir vidé de mon énergie. Je ne suis pas fan du moment où tout le monde débarque. Pendant 6 mois, on a vu tous les jours les mêmes gens. Il n'y a eu aucun nouveau visage. Et là, on se retrouve face à un tas d'inconnus. On ressent de l'excitation et de la joie mélangée à de la répugnance. N'approchez pas. J'ai déjà vu des gens qui restaient en retrait pour regarder en coin. En hiver, il n'y a pas de microbes. Personne n'est malade. Mais les nouveaux amènent des microbes avec eux. Ils ont une énergie incroyable et ils sont oranges. On les appelle les oranges à cause du bronzage. On ne mesure pas à quel point l'absence de luminosité nous rend pâles. Dans le réfectoire, j'avais l'impression d'avancer au ralenti et de voir bouger les gens en accéléré autour de moi. J'ai été surpris de voir à quel point notre comportement était territorial. Après avoir accueilli le vol, je suis allé manger. J'ai pris mon plateau et mon assiette. Je me suis avancé et j'ai découvert qu'il y avait la queue. J'étais furieux. Ces gens venaient d'arriver. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Toute ma routine était bousculée. Et j'étais tellement furieux que j'aurais pu planter ma fourchette dans le dos de quelqu'un. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais tellement en colère. Je n'ai pas pu manger au réfectoire. Je suis monté dans ma chambre et j'ai passé 5 minutes à me demander pourquoi j'étais en colère. À ce moment-là, ça a frappé à la porte. C'était le reste de la caserne. On peut manger avec toi ? Et on est resté là une demi-heure à manger en regardant la télé, sans se dire un mot. C'était magnifique. Pendant quelques jours, peut-être une semaine, il y a une sorte de choc culturel. La dynamique change, le niveau sonore augmente. Mais après ça, les nouveaux venus ont tellement d'énergie que c'est communicatif. Je suis plus enthousiaste à l'idée de porter des trucs et de me bouger. Ça me réveille. Harry, how does it feel to have a fresh apple after 6 months? I want to Disney World. Orange apple and cherry apple. I'm sure I'll get one very soon. Be gentle with the banana. Je voudrais pouvoir montrer aux gens que j'aime comment c'est ici, à quoi ressemble le ciel l'hiver. Parce qu'ils ne le verront jamais. C'est marrant. Avant le début de l'hiver, on parle du syndrome de la T3, du fait qu'on va devenir tout pâle,
qu'on sera parfois un peu sensible. Et les gens qui n'ont jamais fait l'hivernage nous regardent comme des bêtes de foire. Mais pourquoi vous vous infligez ça? Et puis à la fin, on se regarde et on se dit, l'hivernage, il n'y a pas mieux. C'est le top. J'ai essayé d'expliquer aux gens ce que ça fait d'être en Antarctique. Ils adorent quand je leur raconte des histoires et que je leur décris comment c'est. Mais je sais bien qu'ils ne comprendront jamais. Ils ne sauront jamais vraiment comment c'est ici. Si tu devais passer encore une année ici, que ferais-tu différemment? J'apporterai moins d'affaires. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires ici. Et je pense que c'est en grande partie parce que les gens qui viennent ici ont toujours le goût de l'aventure. Et ça crée un lien entre nous. C'est peut-être l'âge d'or de l'Antarctique. Pour l'instant, c'est un lieu réservé à la science. Il y a un traité qui dit qu'on ne peut venir ici que pour coopérer de façon à œuvrer pour la paix et à faire progresser les connaissances de l'humanité. Je ne vois pas d'autre endroit au monde où ce soit vrai. Et je me sens vraiment privilégiée d'être une citoyenne de l'Antarctique aujourd'hui. Vraiment. Un jour, quelqu'un trouvera un moyen d'extraire du pétrole dans un but commercial. Un jour, le traité prendra fin. Je ne sais pas si on pourra toujours être aussi fair-play qu'on l'est aujourd'hui. Au départ, on vient ici pour l'aventure. Mais ensuite, on ne peut plus s'en passer. Et on se rend compte à quel point tout ça est magique et fragile. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas scrupuleux, ça risque de disparaître. Imaginez que vous avez une maison et que c'est une des pièces de votre maison. Une pièce froide où personne ne vit, mais une pièce de votre maison quand même. Vous devez vous en occuper et surveiller ce qui s'y passe.
J'aime beaucoup l'expression anglaise « peace of mind », avoir l'esprit en paix. Avoir l'esprit en paix, c'est très important. Les amis qu'on se fait et les souvenirs qu'on engrange, on les garde toute sa vie. J'ai rencontré des types qui étaient ici il y a 50 ans et qui donneraient n'importe quoi pour avoir l'occasion de revenir une dernière fois. On n'est jamais vraiment chez soi ici. Mais il y a une sorte de familiarité qui s'installe. Ça me manque quand je m'en vais. Je ne m'attends pas à venir en Antarctique aussi longtemps que j'en aurai envie. Le programme pourrait changer, je pourrais échouer au test d'aptitude physique ou encore ne plus avoir de poste. Personne ne reste ici indéfiniment. Le moment vient où tu dois partir à ton tour, et tu ne sais jamais avec certitude si tu reviendras un jour. J'ai un souvenir du moment où il a fallu se réadapter à la vie en société. C'était un lundi matin. Il devait être 8h30 et j'étais coincé dans les bouchons. Je me souviens d'avoir regardé les voitures autour de moi, tous ces gens avec leur petite vie, toute la routine du monde. Et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ces gens en me disant « c'est du bétail ». Un troupeau qu'on conduit du point A au point B. J'avais envie de retourner sur la glace. C'est seulement quand on quitte la glace qu'on prend conscience de l'absence de parfum, l'absence d'odeur. Alors on peut aller au jardin botanique pour se faire une overdose olfactive.
Je vais aller au supermarché, je vais me planter au milieu d'une allée et je vais humer l'air pendant un bon quart d'heure. Et ensuite, voilà ce que j'achèterai. Du bon pain croustillant, un morceau de très bon bleu, de l'avocat et du raisin rouge sans pépins. Et je ne mangerai que ça pendant 3 jours. Il y a un moment dans l'hiver où, avec les autres gars de la caserne, on arrête de parler de femmes et on se met à parler de nourriture parce que c'est une perspective beaucoup plus réaliste. J'ai décidé qu'en rentrant, je me taperai un steak et un homard. Je vais faire un festin. Des légumes frais, avec du goût. Un burrito aux haricots chez Taco Bell. Du pain noir, de l'avocat et du chou-fleur. Un bol de cornflakes avec du vrai lait et des rondelles de banane. Des œufs bénédicts au boulevard en Nouvelle-Zélande. Tout ce qu'on trouve à Christchurch est bon. Tant que ce n'est pas une cantine. La première chose que je ferai quand je rentrerai en Nouvelle-Zélande, c'est d'aller au jardin botanique pour toucher l'herbe et sentir les fleurs. Ensuite, j'irai jusqu'à l'océan pour voir l'eau bouger. Tu es sur l'océan, là? Exactement, c'est ça qui est drôle. Je suis une montagnarde, ça ne m'attirait pas du tout avant. Marcher pieds nus dans l'herbe. Je prendrai un vol direct pour l'État de Washington et je passerai 3 semaines à pêcher comme un fou. Je mangerai des saumons, des truites arc-en-ciel et je ne m'arrêterai qu'après avoir dégobillé. J'ai très envie de dormir dans mon lit. Et la pluie. J'ai envie d'entendre la pluie et de la voir, de la sentir à nouveau. Magnifique. Je n'ai rien prévu de faire. J'espère qu'il y aura au moins une journée de pluie pendant que je serai à Christchurch pour me promener sous la pluie. J'adore ça. Je veux de la pluie. Dormir correctement. Dormir correctement pendant quelques jours. Je ne sais pas. Aller à l'hôtel et prendre un bain. J'ai le cerveau gelé. Laisse-moi réfléchir. Mon cerveau est gelé, je n'arrive pas à réfléchir. Question suivante.